Bonjour, aujourd'hui dans les experts, je reçois Pascal Anger, psychothérapeute de couple. Il va tout nous expliquer sur son métier. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Peux-tu nous parler de Alors, ton tout vous parcours? explique. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer? Oula. Alors, mon parcours. Donc, je suis allé à l'université Paris 8. J'ai fait psycho-sciences de l'éducation. Puis après, j'ai fait un parcours en médiation familiale, tout au moins en point rencontre, où je suis resté un long moment comme stagiaire. Et j'ai beaucoup appris dans ces points rencontres où je recevais beaucoup de pères notamment qui ne voyaient pas leur enfant et ce depuis assez longtemps par rapport à des divorces et des séparations assez compliquées. Et puis je me suis orienté vers la formation, j'ai donné pas mal de cours, puis après j'ai repris une formation en thérapie familiale avec Serge Effez et Didier Destal et une formation aussi en thérapie de couple donc et en thérapie familiale. Voilà. D'accord. Peux-tu nous parler d'une journée type de travail? Tu te lèves à quelle heure le matin et comment ta journée se décompose? Qu'est-ce que tu fais en fait? Alors je me lève généralement à 7h15, je déjeune en famille, on prend un long moment parce que c'est important le petit déjeuner, puis après soit je vais à mon cabinet, soit je vais à des formations, à des régulations, supervision, analyse de la pratique. Et je mange le midi, bien sûr. Quand il n'y a pas le Covid, je mange assez souvent avec des collègues et parce que c'est important de pouvoir parler de soi et de parler de ce que font les autres aussi et de nos vies. Et puis après, je retourne soit à mon cabinet, soit en supervision, soit en analyse de la pratique, soit en formation, comme je l'ai dit. Et puis le soir, je rentre chez moi quand je ne fais pas un peu de sport, un peu de cinéma, un peu de théâtre, quand tout ça est réouvert. Alors, parle-nous un Beaucoup peu de de ce pilates aussi. métier parle-nous un peu de ce métier de psychothérapeute de couple. Fais-nous rentrer un peu dans ton monde et dans ton expertise métier. Alors, assez souvent, l'une des deux parties me téléphone en me disant il y a un malaise dans la famille, dans mon couple ou dans la famille et j'aimerais pouvoir en parler. Dans ce cas-là, je reste un long moment avec la personne au téléphone pour essayer de comprendre déjà un peu l'historique du couple. Et soit je reçois séparément dans un premier temps pour que la personne m'explique un peu là où elle en est, ce qu'elle souhaite. Parfois, on est dans une non-demande ou une demande qui n'est pas suffisamment explicitée. Donc, on va travailler en fait cette aide à la prise de décision, puisque parfois il s'agit bien de ça. Parfois, il s'agit de personnes qui sont assez sûres de ce qu'elles veulent, c'est-à-dire qu'elles veulent la séparation ou le divorce. Parfois, elles ont envie de refaire du lien. Il y a un manque de communication, il y a un manque de sexualité, il y a un manque de quelque chose où soit il y a du manque, soit il y a du trop. Mais généralement, c'est entre ces deux choses que ça oscille. Et on va essayer bien déjà de clarifier un peu la situation. Donc, dans un premier temps, avec l'une des deux des deux personnes du couple, soit les deux viennent ensemble parce qu'ils sont assez sûrs de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire soit renouer de la communication, soit au contraire se séparer. Alors il faut que je rajoute que j'ai la casquette à la fois de thérapeute de couple et thérapeute familial, mais j'ai aussi la casquette de médiateur familial. Donc en fonction de la demande et des besoins, je peux soit être médiateur familial, soit être thérapeute de couple. Bien sûr, on reprécise les cadres dans lesquels on se trouve, de façon à ce que les personnes ne soient pas perdues dans ce qu'on peut leur proposer comme tentation de solution. Alors, qui est demandeur en général? Ce sont les femmes ou ce sont plutôt les hommes? Oui, souvent c'est madame qui demande à venir dans un premier temps, mais il peut arriver que ce soit des hommes aussi qui appellent en disant j'ai besoin on en a parlé avec ma femme, je vais franchir le premier pas, et ils viennent soit avec elle, soit seuls. Et puis je reçois aussi des couples homosexuels, hommes ou femmes, pour pouvoir justement aussi clarifier la situation. Quelles sont les grandes problématiques qui ressortent effectivement par rapport au conflit de couple? L'infidélité, l'absence de communication, l'absence de désir, le besoin de remettre un peu de punch et d'impulsion dans le couple, de la lassitude et puis beaucoup d'incompréhension.
crois que beaucoup de couples ne savent pas ou ne savent plus bien se parler, ne savent plus bien dire leurs émotions, dire leurs sentiments, et donc on va les accompagner dans ce qui se passe pour eux autour de ce qu'ils souhaitent mettre en avant. D'accord. On se situe où, nous, la France, effectivement, par rapport à ces problèmes de couple, par rapport à l'Europe, par exemple? Eh ben, je ne sais pas du tout. C'est une bonne question, mais j'avoue que je me suis jamais penché sur les différences entre les différents pays. Alors, je crois quand même par rapport, ceci dit, alors pour le coup, à la thérapie familiale, je crois qu'on est quand même un petit peu en retard. C'est-à-dire qu'on a les Italiens qui ont beaucoup cheminé, les Canadiens qui ont beaucoup travaillé sur la question de la famille. Sur le couple, je crois qu'on n'est pas dans le peloton de tête, mais on est quand même, on est de plus en moins réticent à venir parler à un thérapeute de couple. Combien dure une séance de psychothérapie de couple et il faut effectivement compter combien de séances pour pouvoir régler le problème, entre parenthèses? Alors, combien de temps? Entre 1 heure, 1 heure et demie. Alors, on ne reçoit pas le couple toutes les semaines, on va le recevoir avec un intervalle de toutes les 3 semaines, un mois. Alors, parfois c'est 15 jours, c'est en fonction de la demande et de la crise. S'il y a des crises aiguës, eh bien, on va rapprocher. Si c'est un point à traiter ou un point à élaborer, ça peut être plus long. On peut se laisser 3 semaines, un mois. Après, le nombre de séances est très variable. Parfois, en 2 séances, on aura débloqué la situation. Parfois, il faudra alors peut-être une bonne année avant que les choses se décantent. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, Pascal, de voir des couples dans ton cabinet qui pouvaient se prendre la tête, qui pouvaient se prendre le mou, comme on dit? Bien sûr, ça arrive fréquemment que les personnes même crient très fort dans le cabinet, que je suis obligé à un moment donné de faire des coupures de séance pour dire écoutez, on va laisser un peu les choses se décanter. Parfois il y en a un qui sort, on a l'impression d'être dans une pièce de théâtre, il y en a un qui sort et puis qui revient un quart d'heure après. Ça peut arriver, tout peut arriver en fait en thérapie de couple. Donc et on peut imaginer tous les scénarios parce que tous les scénarios sont possibles. Est-ce qu'il y a un âge, je dirais, précoce à la crise de couple? Non, je crois que souvent les personnes viennent alors déjà moins de 20 ans, j'ai jamais reçu, même je dirais moins de 25 ans, j'ai jamais reçu. Après, les personnes viennent parfois au bout d'un an de liaison, viennent très vite après s'être rencontrés. Parfois, ils viennent au bout de 30 ou 40 années de vie commune. Mais je rencontre par contre beaucoup plus de personnes de plus en plus âgées qui viennent en disant ça fait 30 ans ou 40 ans justement qu'on est ensemble et on a besoin de refaire un point parce que on a besoin de savoir où on en est. On arrive à l'âge de la retraite, c'est compliqué pour nous, on ne sait plus très bien, les enfants sont partis, il y a le nid vide et on ne sait plus très bien où on en est, donc on a besoin de refaire un point avec vous, de voir un peu nos sentiments. Monsieur ronfle par exemple et madame est indisposée par rapport à ça, elle a besoin d'avoir une chambre à elle, est-ce que c'est encore de l'amour ça, est-ce qu'il n'y a plus de sexualité entre nous, on n'est plus moi j'aimerais, dit madame, par exemple partir à l'étranger, monsieur n'en a pas envie, est-ce que c'est encore possible malgré tout de vivre ensemble? Ils viennent se poser ces questions-là et avec un tiers qui va essayer justement de les aider à comprendre ce qui se passe pour eux à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens un peu désarmé, même avec la formation que tu as eue, est-ce que tu te sens un peu désarmé par rapport à certaines situations? Bien sûr, ça peut arriver qu'à des moments donnés, je me sente dans une impasse où je me dise peut-être que là j'ai pas bien agi ou j'ai pas répondu ce qu'il aurait fallu, etc. Donc soit à la séance d'après on y revient, soit je vais voir moi aussi mon superviseur contrôleur pour en parler, ou soit j'appelle aussi des collègues à moi en expliquant un peu la situation et en disant qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, qu'est-ce qu'il est possible à ton avis de faire, etc. Mais c'est des métiers, tu sais, où on se remet sans arrêt en question, donc on n'est jamais sûr de nous,
on a de véritables succès entre guillemets, mais on a aussi certains échecs. Donc il ne faut pas avoir honte d'en parler. Il faut simplement essayer de savoir pourquoi il y a eu l'échec. Est-ce que c'était lié à nous? Est-ce que c'était lié à eux? Est-ce que c'est eux qui justement n'ont pas voulu faire bouger la situation? Est-ce que c'est nous qu'en avons trop fait ou qui avons déconné à certains endroits? Donc bien sûr que ça peut arriver. Et ce qui est important, c'est de ne pas faire l'autruche, mais au contraire d'en parler des professionnels tant qu'à faire, pour essayer de voir un peu ce qu'on peut, là où on peut rattraper les erreurs qu'on a pu faire. Il y a plus de femmes qui font ce métier de psychothérapeute de couple ou effectivement les hommes commencent à rentrer, je dirais, un peu dans l'égalité? Est-ce qu'il y a une parité au niveau de la profession? Alors, je crois qu'il y a quand même plus de femmes que d'hommes, mais de plus en plus d'hommes se penchent sur la formation à la psychothérapie ou à la formation ou alors à la fac. Oui, il y en a de plus en plus d'hommes. D'accord. Ce métier, il vient d'où en fait? Quelle est son origine? Quel est le pays qui nous a importé ce métier-là? Alors, il y a eu, il y a les États-Unis, il y a eu l'Italie, il y a eu beaucoup l'Angleterre aussi. Il y a eu beaucoup de psys qui se sont penchés avant les Français sur la question de la famille et du couple. Mais là, de plus en plus de Français se penchent sur la thérapie de couple et c'est devenu assez commun d'aller en thérapie de couple ou d'aller chez un conseiller conjugal. Oui, conseiller conjugal. Oui. Alors, quelle est la différence entre le psychothérapeute de couple et le conseiller conjugal, justement? Le conseiller conjugal va plus s'intéresser à la sexualité et à essayer de mettre un peu d'ordre dans ce qui se passe autour de cette sexualité, alors que le psychothérapeute va être plus large dans sa manière d'accompagner le couple et la famille. Il y a eu pas mal de thèmes à la télé, effectivement, de débats sur le couple, à la radio. Je pense à Brigitte Lahaie, par exemple, sur Sud Radio et avant sur RMC. Est-ce que ça vous a aidé, vous, effectivement, les psychothérapeutes de couple, à avancer, je dirais, par rapport au couple? Est-ce que tu as eu le sentiment que ces couples-là avaient écouté à la radio des émissions et ils avaient envie, justement, d'aller voir un psychothérapeute de couple? Je crois que même avant Brigitte Lahaie, il y a eu Ménie Grégoire qui a beaucoup œuvré justement sur RTL et qui a apporté beaucoup. Il y a des personnes comme Flavie Flament, mais je crois que c'est important de dire que toutes ces émissions qui vulgarisent et qui parlent justement des difficultés, des problèmes rencontrés par les couples, va aider bien sûr les personnes qui souffrent à des moments donnés, se dire c'est possible d'eux. Par exemple, on a en ce moment alors c'est pas une série que sur le couple, mais en thérapie, fait que moi j'ai pas un seul patient qui me parle pas de cette série. Alors ils l'ont regardé pour mille et une raisons, mais qui vient me dire c'est différent, c'est ceci, c'est cela. Moi jamais je pourrais parler comme ça, jamais je pourrais vous dire ça, jamais ceci ou moi j'ai reconnu que déjà avec vous j'avais pu faire ceci ou cela. Bien sûr que les gens vont être attentifs en fait à tout ce qu'ils peuvent entendre, que ce soit ou lire d'ailleurs dans les magazines, que ce soit un magazine comme Psychologie ou autre, qui vont justement apporter des réponses un peu généralistes, mais qui vont nous permettre à nous, thérapeutes, à un moment donné, quand ils viennent, d'affiner leurs demandes. Et ils vont être en mesure, et nous, on va être en mesure de pouvoir les répondre justement à cette demande. Alors, j'avais lu dans un livre de Jacques Attali que justement, on allait sur une société de plus en plus virtuelle, c'est-à-dire que les gens allaient de moins en moins se voir, de moins en moins communiquer. Tout allait se passer de façon virtuelle. On parle d'hologramme également. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, dans 20 ans, justement, les gens vont se rencontrer d'une autre manière? Je crois que c'est déjà fait. Je crois que le Covid, par exemple, a changé beaucoup de choses. Moi, je vois que, par exemple, avant, quand je proposais des visios, quand les gens étaient malades, quand les gens étaient à l'étranger, ou quand il y avait des vacances, je proposais des visios, les gens me disaient non, pas possible, jamais de la vie, etc. Quand il y a eu le Covid, le premier Covid où tout était fermé, moi je suis parti en Normandie et j'ai téléphoné avant à tous mes patients en disant écoutez, si vous le souhaitez, sachez qu'on peut faire des visios, etc.
j'ai eu plus du trois quarts de ma patientèle qui m'a dit ah non non Monsieur Anger, on vous attend, on reverra ça à votre retour. Bon, les 3 semaines plus tard, je me suis dit aïe, ça va pas bien aller parce que personne m'appelait. Et petit à petit, les gens sont revenus me chercher en disant est-ce qu'on peut faire une visio parce que là j'en ai besoin, etc. J'ai besoin de parler. Et petit à petit, j'ai eu la patientèle qui est revenue comme ça et pratiquement tous se sont revenus me parler sans me rencontrer, sans me voir. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai des gens qui m'appellent en me disant est-ce que c'est possible de faire une visio? Je dis mais je vous ai jamais rencontré, maintenant je travaille en présentiel. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir. Ah non, non, c'est bien, ça me va, j'ai pas besoin de me déplacer, je reste chez moi, etc. Mhm. Ah, on voit que les Juste choses ont pour bougé, dire quoi. que les choses ont bougé en très très peu de temps. Ouais, ouais, Et je ouais, pense ouais. que c'est pas fini. C'est Alors pas fini. comment tu fais pour pouvoir effectivement, je dirais, sortir un petit peu, t'aérer l'esprit? Qu'est-ce que tu as comme passion? Qu'est-ce qui t'anime en dehors de ton travail? Oh là, j'ai plein de choses. J'aime le pilate, j'aime marcher, je marche beaucoup. J'aime la campagne et je vais souvent m'aérer à la campagne. Et puis j'aime beaucoup le cinéma, bon quand bien sûr quand on peut y aller. Mhm. J'aime beaucoup nager. Voilà, et tout ça fait que j'aime beaucoup la lecture. Et puis j'aime beaucoup la méditation, donc je médite beaucoup. Je passe beaucoup de temps à méditer, Tu écoutes également des podcasts ou pas? bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui. Parce que tu as un métier où c'est vrai que tu en as plein la tête, quoi. Donc au bout d'un moment, Oui, il mais faut que tu tu sais, puisses respirer un peu, quoi. alors complètement, mais j'essaye de m'aérer le plus possible. C'est-à-dire que c'est pour ça que d'ailleurs je divise mes journées en plusieurs lieux. C'est pour ne pas justement être scotché à mon siège toute la journée. D'accord. Pour moi, c'est important justement d'aller vers les autres, de, de découvrir, de faire du bénévolat, d'être en lien avec les autres qui ne savent pas forcément ce que tu fais et qui n'ont pas besoin forcément de savoir, mais parce que c'est aussi les connaître sous un angle différent, puis c'est aussi qu'ils te connaissent sous un angle différent. Mhm, Quand tout tu à dis je fait, suis ouais. psy, les gens ont tout de suite des a priori, ont des représentations, et c'est pas toujours intéressant de le dire. Pour moi, hein, Alors comment tu te projettes dans un an, Pascal, par rapport à ta profession? je crois que dans les années à venir, il y aura de plus en plus justement de télétravail entre guillemets, c'est-à-dire enfin de visio. Je me vois quitter Paris dans quelques années et aller m'installer à La Rochelle Mhm. pour justement être près de la mer. Plus au calme. Oui, puis alors La Rochelle, pas spécialement ce qui est de plus calme, mais en tout cas d'être près de la mer parce que j'ai besoin des éléments de la nature pour me ressourcer. Tu me demandais tout à l'heure comment je m'aère, mais bon, mon cabinet est pas loin des Buttes-Chaumont, je vais au Buttes-Chaumont et ne serait-ce que de faire 3 fois le tour des Buttes-Chaumont, ça me fait du bien. Toucher un arbre, j'ai un fleuriste en bas de chez moi, d'aller regarder les fleurs, ça me fait du bien. Une Allez, petite chose simple, oui. tu vois, qui nous reconnecte à la vie et aux éléments. Allez, on va terminer cette interview avec la question qui amuse tout le monde. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Je la trouve dynamique, je la trouve sympathique, je la trouve chaleureuse. Merci, Et je la Pascal. trouve vraie. Merci à toi. Merci à toi, Euh, Philippe. Comment on peut continuer la discussion avec toi, effectivement, après cette interview, si on a envie d'en savoir un petit peu plus, si on veut, effectivement, peut-être faire appel à tes services, comment on rentre en contact? Bah, il y a plusieurs façons. Déjà, on peut aller voir mon site, pascalanger.fr. Il y a un numéro de téléphone 06 89 43 11 79. Il y a un mail anger-p@wanadoo.fr. Ouais, c'est complet, hein. Et puis, je pense les réseaux sociaux, peut-être aussi. Bien sûr, il y a Facebook, je suis un peu sur tout, donc on peut me rejoindre comme on veut, quand on veut.
D'accord. Et puis on peut me rejoindre donc au 222 rue des Pyrénées dans le 20e à Paris, métro Gambetta. Voilà, le message est passé. Donc, si vous aussi, vous voulez effectivement être interviewé, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Notez sur vos tablettes contact@libre-antenne.fr. Pour écouter les podcasts, le bateau amiral, www.libre-antenne.fr, page podcast. Et puis, je vous dis à demain avec un nouvel invité. Aujourd'hui, c'était Pascal, psychothérapeute de couple, qui nous a présenté son métier. Demain, un nouvel invité ou une nouvelle invitée, mais ça vous le découvrirez à partir de 10h-11h sur les réseaux sociaux. Merci Pascal, ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Merci Philippe.